Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Mon nom est Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le conflit entre le Maroc et l'Espagne a pris une tournure plus grave au cours de ces dernières semaines. Les dirigeants des deux pays continuent de se rejeter la responsabilité de cette crise. Le conflit s'est intensifié le 10 juin après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution prétendant que le Maroc aurait violé les droits de l'enfant. Selon les termes de cette résolution, les autorités marocaines auraient violé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette démarche du Parlement européen a été totalement désapprouvée et dénoncée non seulement par le Maroc, mais aussi par l'Organisation de la coopération islamique et plusieurs pays arabes. Le lendemain, soit le 11 juin, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, a demandé au secrétaire d'État américain Tony Blinken que les États-Unis reviennent sur leur position concernant la marocanité du Sahara. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette crise. Nous ferons le point sur la situation, les attentes pour désamorcer la tension et le rôle que les États-Unis pourraient jouer en tant que médiateurs. Nous accueillons aujourd'hui deux invités pour discuter de ce dossier. Le premier est David Pollock, un habitué de ce plateau. Je rappelle qu'il est chercheur principal à l'Institut de Washington. Il a travaillé auparavant en tant que consultant à la division du Grand Moyen-Orient au département d'État américain. Notre second invité est également un visage bien connu de vous. Il s'agit de William Lawrence, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université américaine. Il a précédemment travaillé comme directeur du département Afrique du Nord à l'Institut de recherche International Crisis Group. Mais avant d'entamer le débat avec nos deux invités, on rejoint notre correspondante Adèle Nazarian. Adèle, pourriez-vous revenir sur le déroulement de cette crise depuis son commencement et expliquer la position du Maroc ? Merci beaucoup, Adam. Heureuse d'être parmi vous. Le 18 avril dernier, les relations maroco-espagnoles se sont sérieusement dégradées lorsque l'Espagne a décidé de recevoir le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, sous une fausse identité. En plus d'être hostile aux intérêts marocains, il est de notoriété publique que Ghali est un criminel de guerre et fait l'objet d'accusations de terrorisme par la justice espagnole. Cela a provoqué une rupture radicale des relations maroco-espagnoles, et cela malgré le fait que les Espagnols affirment que l'accueil de Ghali a été accueilli uniquement pour des raisons médicales et humanitaires, une affirmation qui a été d'ailleurs rejetée par les organisations espagnoles de défense des droits de l'homme elles-mêmes. Ce qui a compliqué les choses, c'est l'entrée en ligne du Parlement européen qui a inclus la question des migrants mineurs dans la ville de Ceuta dans un clair contournement de l'origine véritable de la crise entre le Maroc et l'Espagne, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées. Reste à savoir maintenant quelle position prendra le Royaume face à cette confusion. Certes, Ghali est rentré en Algérie, mais le mal est fait et ses effets perdurent. Merci Adèle pour ces précieuses informations. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur George Landry. George, jusqu'à présent, les États-Unis ne sont pas intervenus dans ce conflit, malgré les pressions de l'Espagne. Comment expliquez-vous cette position américaine de neutralité et, selon vous, va-t-elle perdurer ? C'est une très bonne question, Adam. Je pense que le conflit s'est à l'origine escaladé lentement. Peut-être que le département d'État américain espérait que le problème serait résolu sans intervention américaine, donc la neutralité visée à laisser le temps s'en charger. Mais je pense que l'engagement de Washington pour la neutralité n'est pas la meilleure option. Il ne nous est pas demandé de déclarer la guerre. Il existe de nombreuses manières d'exprimer ce que nous espérons ou ce que nous voyons. Il existe certainement des canaux de discussion et certaines déclarations peuvent également être faites pour indiquer clairement à l'Espagne que lorsqu'elle accueille un terroriste sous un faux nom, ou quelque chose du genre, cela compromet sa capacité à prétendre qu'elle a autorisé son accueil pour des raisons humanitaires. Après, elle a entrepris une action qui allait dans le même sens, en autorisant son entrée sous une fausse identité. Tout ce que l'Espagne fait est vraiment nauséabond. Je pense que ce serait une bonne chose que l'administration Biden exprime une telle opinion
dans l'espoir que cela fasse pression, car jusqu'à présent, il semble que la pression vienne de l'Union européenne pour tenter d'intimider le Maroc et de le pousser dans une certaine direction. Il serait donc utile que certains amis du Maroc disent qu'il y a d'autres éléments et facteurs à prendre en compte dans cette affaire. Je pense que cela pourrait aider parce que lorsqu'une seule partie est intimidée et soumise à des pressions pour résoudre le problème, ce dernier ne se résout pas. En fait, la coopération des deux parties est nécessaire pour le résoudre et je pense que l'Espagne devrait être un peu bousculée pour essayer de trouver une solution au problème. C'est un point intéressant, George, quand vous évoquez ces pressions européennes qui rendront certainement la recherche d'une solution à ce conflit plus difficile. Je me tourne à présent vers David Pollock. David, je vais vous lire l'extrait d'un article du journal européen EU Observer et je voudrais que vous nous donniez votre opinion. Alors je cite, « Consciente de nombreux facteurs qui perturbent les relations bilatérales, l'Espagne a cherché à européaniser la question dans le cadre d'une stratégie visant à atténuer les risques d'escalade du conflit, placer les relations bilatérales avec le Maroc sous le parapluie européen, diffusera une énergie positive dans cette relation sensible, tout en limitant la volonté de Rabat de confrontation avec l'Espagne, car cela peut signifier affronter l'Union européenne dans son ensemble. » Fin de citation. Alors je vous pose ici deux questions, David. Êtes-vous d'accord pour dire que c'est ce que l'Espagne essaie de faire? Et seconde question, est-ce que cela peut fonctionner? Adam, je pense que vous venez de soulever un excellent point. Je pense que c'est exactement ce que l'Espagne essaye de faire. Du point de vue du gouvernement espagnol, et c'est ce qui serait logique selon sa perception de la situation, elle se doterait d'un plus grand pouvoir de négociation si 27 pays, dont bon nombre partenaires commerciaux les plus importants du Maroc, s'accordent à soutenir la position de l'Espagne dans son différend avec le Maroc. Mais ce n'est valable qu'en théorie. En pratique, je ne pense pas que cela fonctionnera, car en général, toute décision importante prise par l'Union européenne nécessite un vote unanime des 27 pays, et donc n'importe quel pays peut utiliser le droit de veto sur cette décision. Donc je ne pense pas que nous puissions avoir les 27 pays se tenir ensemble derrière la position espagnole. Il existe en fait des indications que la France, par exemple, essaie de jouer un rôle de médiateur en vue de mettre fin à la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Par conséquent, je crois que la France empêchera un front européen uni qui se dressera unanimement contre le Royaume du Maroc. France will prevent a unanimous EU front against Morocco. William, une petite question avant la pause. En fait, l'Europe n'a pas suivi l'approche américaine concernant le Sahara marocain. Au contraire, l'Allemagne et l'Espagne ont demandé à l'administration Biden de reconsidérer cette politique, ajoutant à cela que la Cour de justice de l'Union européenne devrait rendre sa décision prochainement sur l'applicabilité des accords européens avec le Maroc au Sahara. À quoi vous attendez-vous si le verdict a été rendu contre le Maroc? Côté européen, je suis tout à fait d'accord avec David, car il est très difficile d'atteindre un grand consensus à ce niveau-là. Quant à la réaction du Maroc, je m'attends à ce que le Royaume prenne position contre toute décision, comme c'était le cas auparavant avec les décisions prises par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ainsi que je m'attends à beaucoup plus que ce qui a été fait précédemment si la décision de la Cour est rendue contre le Maroc, et je ne m'attends pas à un défilé européen pour célébrer la victoire et exercer plus de pression sur le Maroc, ni que le Royaume du Maroc trouve plus de raisons pour relancer la tension à cause de ce problème. Concernant la demande allemande et espagnole à Washington de revenir sur la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, voyez-vous des possibilités réelles que l'administration Biden revienne sur cette décision?
Non, il ressort clairement des déclarations du porte-parole du département d'État américain Ned Price et d'autres que ce que l'administration Biden essaie de faire sur cette question, comme tout ce qui concerne les accords d'Abraham, ce n'est pas d'annuler tout ce que Trump a fait, mais plutôt de réévaluer tout ce qui doit être réévalué pour aller de l'avant, partant de la vente des drones au Maroc ou de la fourniture aux Émirats arabes unis des chasseurs F-35. Toutes ces questions sont à l'étude. Je pense également que la position tacite de l'administration Biden est similaire à celle de la chancelière allemande Angela Merkel, qui est d'aller de l'avant avec les Nations Unies et nommer un nouvel émissaire au Sahara marocain. Dans le sens où mettre l'accent sur le rôle des Nations Unies n'est pas une mauvaise chose. Nous reprendrons après une courte pause cette discussion sur cette crise diplomatique et de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet d'aujourd'hui se rapporte à la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Avant la pause, notre invité David Pollock a déclaré qu'il ne pensait pas que l'Union européenne serait unanime face à cette crise, car il est difficile d'obtenir un consensus sur quoi que ce soit en Europe. Je reviens vers vous, David, sur le rôle de la France. Le ministre français des Affaires étrangères a maintes fois qualifié le Maroc de partenaire de première importance pour l'Union européenne. Des sources diplomatiques françaises ont déclaré que la France souhaite préserver et renforcer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne. De plus, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que son pays cherchait à servir de médiateur entre le Maroc et l'Espagne pour éviter plus de tensions. Sur la base de tout cela, que peut donc faire la France pour aider et pourra-t-elle réussir dans cette entreprise? Il existe en effet certains détails qu'il faut soulever ici. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des diplomates français au cours des derniers jours. Premièrement, en matière de droit international, le gouvernement français, comme le reste des pays de l'Union européenne, est soumis à des contraintes essentielles et nécessaires pour au moins préserver les textes de droit international tels qu'il les voit. Ce qui peut signifier, par exemple, dans le cadre de cette affaire, de se poser la question de savoir si les accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne sont juridiquement applicables au Sahara, en attente également de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Je pense également que la France peut se retrouver dans une situation qui lui permettrait de se conformer à une décision de justice plutôt que de prendre une position indépendante et d'essayer une médiation pour parvenir à une sorte de compromis entre le Maroc et l'Union européenne. C'est peut-être valable au point restreint, mais au niveau plus large des relations avec le Maroc et l'Espagne et les relations de l'Union européenne avec le Maroc, et la question plus large encore du Sahara marocain et son statut politique final, je pense que la France peut et sera déterminante pour essayer de trouver un compromis ou une sorte d'entente qui permettra à la fois au Maroc et à l'Espagne de désamorcer cette crise. Peut-être que la France ne sera pas en mesure de résoudre d'autres problèmes, comme par exemple le statut de Ceuta et Melilla et d'autres territoires que l'Espagne conserve dans les terres historiques du Maroc comme vestiges du passé colonial. La France ne résoudra pas ces problèmes, mais elle pourra peut-être aider à désamorcer la crise actuelle et j'espère que la France coopère discrètement et sereinement avec les États-Unis, que ce soit par le biais de l'OTAN ou de tout autre cadre, en jouant un rôle de médiateur entre le Maroc et l'Espagne. Ce scénario semble compliqué. Essayons d'être optimistes. William, si nous revenons aux déclarations marocaines et espagnoles, nous constatons qu'il est clair qu'aucune des deux parties n'a reculé sur sa position dans cette crise.
car le gouvernement marocain a déclaré qu'il s'agissait d'une question de dignité et de sécurité nationale. De plus, la décision de l'Espagne de recevoir Brahim Rally et l'européanisation de la question ont également déclenché une grave crise politique en Espagne, puisque le parti politique conservateur espagnol a vivement critiqué le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez. Les États-Unis peuvent-ils jouer un rôle pour apaiser ces tensions? Et je dois signaler ici une brève rencontre qui a eu lieu entre Pedro Sánchez et Joe Biden au sommet de l'OTAN. Pensez-vous que l'administration américaine lancera une quelconque initiative? Je pense que cette courte rencontre qui n'a duré qu'une vingtaine de secondes a pu toucher à quelques questions latino-américaines, mais je ne pense pas qu'elle ait permis d'aborder ce sujet. Je pense également que les États-Unis n'agiront pas comme un médiateur direct et que la France est mieux placée pour le faire pour les raisons que David a expliquées auparavant. Je crois que les États-Unis peuvent jouer un rôle secondaire dans la médiation et la désescalade sur un certain nombre de dossiers. Les États-Unis ne sont pas concernés par le conflit entre le Maroc et l'Espagne tant que cela ne porte atteinte à l'article 5 du traité de l'OTAN sur la défense collective. Mais les États-Unis étaient très intéressés par la violation de l'accord du cessez-le-feu survenu en octobre dernier et que la décision du président Trump à l'époque soit correcte ou non, cela fait plus de mal au cessez-le-feu. Et si vous regardez les déclarations de l'administration américaine, une grande partie a été dirigée vers le sud et non vers le nord en termes de meilleur effort de l'administration. Par conséquent, l'administration américaine parle plus à l'Algérie qu'à l'Espagne du conflit en raison de sa volonté de désamorcer l'escalade. Permettez-moi d'ajouter un autre point très important, à savoir que les États-Unis reconnaissent déjà que le Maroc a une excellente politique d'immigration. De cette façon, les États-Unis ne tombent pas dans le piège d'une décision européenne ou de la position espagnole pour de nombreuses raisons, notamment que le Maroc accueille des immigrants d'Afrique et que le Royaume a noué des milliers de contacts avec l'Espagne à cet égard. Par conséquent, je ne pense pas que les États-Unis soient tombés dans le piège des déclarations espagnoles ou européennes sur la question de l'immigration. Tout au contraire, Washington a fortement reconnu la position du Maroc sur la question de l'immigration et un certain nombre d'autres questions. Permettez-moi également d'ajouter que les États-Unis n'ont pas de position pro-espagnole concernant ces enclaves occupées sur le territoire marocain et j'ai dénombré 12 entités différentes et 27 îles sans importance sécuritaire pour l'Espagne. Et il serait bon que les États-Unis aident à pousser l'Espagne à restituer certains de ses territoires au Maroc. David, il existe un proverbe anglais proche d'un proverbe arabe bien connu qui implique un chameau et une chamelle. Je veux dire ici que l'Amérique a un chameau et une chamelle dans ce conflit. Quels sont les intérêts américains face à cette crise et quelles positions peuvent-ils adopter? En fait, si vous suivez l'analogie que vous avez utilisée, les États-Unis sont un allié à la fois de l'Espagne et du Maroc. Donc Washington se retrouve malheureusement dans l'embarras puisque la diplomatie américaine est confrontée à une opposition entre deux de ses plus proches alliés. Pour ce qui est de la position américaine face à une telle situation, quel que soit le contenu du conflit ou ses justifications, Washington essaye d'amener les deux parties à un terrain d'entente et d'amener le déclenchement d'une pleine vague d'hostilité entre les deux pays amis. Nous voulons que nos alliés soient également amis les uns avec les autres. Cela s'applique à la situation entre le Maroc et l'Espagne, tout comme cela s'applique à Israël avec les pays arabes ou à toute autre situation où les États-Unis ont des amis des deux côtés du conflit. Ça signifie dans ce cas que les États-Unis ont intérêt, d'une part, à empêcher un conflit entre leurs alliés, et d'autre part, maintenir, comme l'a souligné mon ami William Lawrence,
la très importante coopération avec le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et les questions d'immigration, de manière générale, à maintenir la position marocaine qui est utile à la diplomatie américaine dans la région, y compris la normalisation avec Israël. Donc, les États-Unis ont des intérêts très importants pour maintenir les relations maroco-américaines sur une bonne voie. De même, l'Espagne est un membre de l'OTAN. Et l'Espagne est un partenaire important des États-Unis dans le contexte que l'administration Biden essaye de façonner en progressant avec l'OTAN vers une nouvelle direction qui aide à faire face aux enjeux transfrontaliers et contrer l'influence croissante de la Chine dans les affaires internationales. L'Espagne est l'un des partenaires avec lesquels les États-Unis ont hâte de travailler sur ces questions et Washington ne veut pas saper les relations américano-espagnoles à cause d'un conflit secondaire avec le Maroc. Alors tout cela signifie que les États-Unis vont essayer, et je pense qu'ils vont réussir comme d'habitude, à trouver un terrain d'entente à travers lequel et le Maroc et l'Espagne peuvent éviter un conflit et éviter que Washington se brouille avec l'un de ces deux alliés qui sont importants. Morocco and Spain avoid a conflict with each other, and the United States avoids a conflict with either one. Chers téléspectateurs, nous avons eu droit aujourd'hui à des analyses approfondies et très intelligentes sur cette crise de la part de nos invités, tous deux ex-diplomates, William Lawrence et David Pollock. Je suis tout à fait d'accord avec David pour dire que personne, à part l'Algérie, ne veut aggraver cette crise. Mais il est certainement dans l'intérêt des États-Unis d'user de toute leur influence pour parvenir à une solution de fond entre le Maroc et l'Espagne. Il ne fait aucun doute que l'accueil de Brahim Rally par l'Espagne était une faute grave, et je pense que la plupart des Espagnols l'admettent. Il ne fait nul doute également que le Maroc est un partenaire indispensable, tant pour l'Union européenne que pour les États-Unis, dans le contrôle des migrations clandestines et l'éradication du terrorisme. Pour conclure, chaque partie a des raisons de réduire la tension et l'espoir repose sur les efforts de la France et des États-Unis pour désamorcer cette crise. Et j'espère bien qu'il ne faudra pas trop longtemps pour que cette crise soit réglée. Je tiens à remercier nos deux invités, William Lawrence et David Pollock. Je remercie également notre correspondante Adèle Nazarian et notre chroniqueur George Landry. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous dès la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.